Ah bah oui, là ça y est, t'as compris que le système de retraite est condamné. Et pourquoi personne dans le monde politique ne peut le sauver, comme on l'a vu dans la première partie. Alors si t'as pas vu cet épisode, va le voir tout de suite, je te mets le lien, sinon tu comprendras pas la suite. Donc la question c'est, puisque les politiques sont impuissants, puisque le système s'auto-alimente vers l'effondrement, c'est quoi la solution? On va passer en revue les réponses qu'on nous propose. Et je vais te dire ce qu'on ne te dit jamais. Pas assez de cotisants? Simple. On fait venir des gens de l'étranger. Accessoirement, ça permet de se débarrasser des ouvriers qui coûtent bien trop cher dans la concurrence internationale, qui sont trop syndiqués, puis en plus, ils votent mal. Ma liste à moi, c'est 50 syndicalistes des grosses boîtes qui sont en lutte, qui m'appuient ma candidature. Cela, j'en suis fier. Faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous avez à attendre un moment, hein, parce que ça n'aura pas lieu. Donc on remplace la classe moyenne devenue trop exigeante par une nouvelle classe plus précaire et donc plus malléable, qui votera toujours pour plus d'aide et d'intervention, précisément du fait de cette précarité. D'autres militent pour qu'ils obtiennent des droits. Les revendications sont simples. C'est un hébergement pérenne pour tous les résidents du migrant. Et d'autre part, un accompagnement social et administratif qui permette à ces migrants de pouvoir régler, envisager leur situation administrative. Les défenseurs de l'immigration brandissent les études de l'OCDE qui indiqueraient que la contribution nette des immigrés aux finances publiques est légèrement positive entre 2006 et 2018. En gros, ça rapporte plus que ça ne coûte. Alors on le dit que l'OCDE est une organisation favorable au libre-échange et à la mobilité des capitaux et du travail? Ou encore que ces études incluent le maçon d'origine portugaise ou le médecin tunisien parfaitement intégré et qui cotise depuis 30 ans? Ou encore que le calcul exclut la dette et la défense, soit 130 milliards. Enfin, elles ne prennent pas en compte l'accélération des grandes vagues migratoires liées aux crises syriennes, sahéliennes ou afghanes. Or, ce sont précisément ces flux récents qui ont doublé et qui sont les moins qualifiés, les plus difficiles à insérer, et dont le solde fiscal est le plus défavorable. Le taux d'emploi des immigrés extra-communautaires récents est catastrophique. Donc tirer des conclusions rassurantes sur des données vieilles de 10 ans sur un phénomène qui a radicalement changé, c'est au mieux de la naïveté. Puis ces immigrés devenus français, ils vieillissent aussi. Et ils auront aussi droit à la retraite. Ils ont déjà droit aux soins, aux aides et parfois sont avantagés sur le logement. Cette solution repousse le problème d'une génération. Elle ne le règle pas. Et concernant les emplois plus qualifiés, on voit dans les hôpitaux par exemple de plus en plus de personnel issu d'Afrique ou du Maghreb. On importe des gens à même de fonctionner dans un système de santé à bout de souffle, payés au lance-pierre plutôt que de donner des moyens aux hôpitaux. On est d'accord qu'en plus, on vide les pays d'origine de leurs forces vives pour compenser une faillite du système français. Ce qui me fait un temps de travail beaucoup plus important que ce qui est obligatoire. Diplômé en Algérie, après 11 années d'études, pour un salaire sans commune mesure avec ses responsabilités. À peu près dans les 1900 bruts mensuels. Et ça représente un petit peu, à peu près le tiers du salaire d'un médecin français. Mais on n'est pas égaux avec nos collègues. Donc derrière ces coalitions de bonne conscience, il y a une réalité économique, des secteurs entiers dont le modèle repose sur du travail de moins en moins cher, de moins en moins protégé. Je suis désolé, mais c'est une forme de néocolonialisme utilitariste, promu par les élites, relayé par des idiots utiles pseudo-humanistes, sauce « apporte-moi mon repas Uber que je puisse me concentrer à penser le monde », et qui fait du mal ici et là-bas. C'est juste une autre hypocrisie qui repousse à plus tard le problème central. Alors, si les politiques sont impuissants, si l'immigration est juste une façon de repousser l'inévitable, c'est quoi la solution? Dans toute crise profonde, les solutions extrêmes émergent. C'est mécanique, c'est historique. L'extrême droite, elle est le repoussoir officiel depuis 40 ans et sert de carburant électoral au centre depuis Mitterrand pour que rien ne change. C'est quoi l'extrême droite pour vous? Bisous chaton à plus. Mais en fait, quand tu regardes de plus près leur programme, ça ne change rien fondamentalement. C'est un programme de gauche teinté de nationalisme timide. L'extrême gauche, elle aussi, devient populaire. D'abord parce qu'elle joue le jeu dangereux du communautarisme visant à diviser pour mieux régner. Et puis des discours simplistes et séduisants. Augmenter les aides, toujours plus d'État et taxer les riches. La voilà la solution, non? Le problème, c'est que les riches, ce ne sont pas les grands groupes qui ont tout le loisir d'optimiser leur fiscalité pour payer le moins possible, non. C'est Nicolas qui produit jusqu'au point où ça ne vaut plus la peine de produire.
Il y a un point de rupture où vaut mieux encore s'arrêter de produire et rejoindre le camp des bénéficiaires des soutiens de l'État. Ou si tu as les moyens et le courage de te barrer à l'étranger car c'est plus tenable. Regarde, face au déficit abyssal, le gouvernement a créé une taxe temporaire additionnelle aux entreprises dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le taux d'imposition sur leurs bénéfices est temporairement monté à 35-41% au lieu de 25%. La concentration des bénéfices en France est telle que 10 grands groupes paient à eux seuls l'essentiel de la facture. Mais le problème est le même qu'avec les autres entrepreneurs. Où se situe le seuil de supportabilité de l'impôt et pour quel résultat? Et franchement, ces très grands groupes, ils n'auront aucun mal à se délocaliser. Les tentatives de la France de venir taxer même après expatriation ne tiendra pas face à la bardée d'avocats fiscalistes de ces groupes et les montages qu'ils sauront réaliser. Bon d'accord, donc c'est sans espoir. La Grèce en 2011, le pays était à genoux. 18% du PIB était consacré aux retraites et avec une dette explosive. Plus personne pour prêter. Et en quelques semaines, une purge est imposée de l'extérieur, sans vote, sans débat, sur ordre du trio Commission européenne, BCE, FMI. On l'a appelée la Troïka, menée politiquement par l'Allemagne et la France de Sarkozy, et qui a imposé à la Grèce ce que ses propres dirigeants refusaient de faire chez eux. Sarkozy qui appuie sur le bouton éjecte de la chaise grecque, pendant que la France s'enfonce dans les mêmes travers que la Grèce. Comble de l'hypocrisie ou comble de l'aveuglement, les deux sans doute. Et aujourd'hui, la Grèce s'en sort. Elle croît, elle exporte, elle a retrouvé une crédibilité. La purge a marché. Mais le prix à payer, ça a été une décennie perdue. Moins 25% de PIB, 30% de chômage, des retraites amputées du jour au lendemain, des familles qui n'ont plus les moyens de chauffer leurs appartements, des médecins, des ingénieurs qui ont quitté le pays par centaines de milliers et ne sont jamais revenus. Une génération entière qui a grandi dans la pauvreté et dont les cicatrices sont encore là. C'est une génération qui a payé à la place de ceux qui avaient refusé de réformer avant. L'Argentine, Milei arrive avec sa tronçonneuse. Les plateaux télé parisiens hurlent au scandale social, à la barbarie, au fascisme. Moins de 2 ans plus tard, l'inflation passe de 300% à 30%. Excédent budgétaire, pauvreté qui recule, croissance qui repart. Ceux qui criaient au scandale depuis Paris gèrent 3500 milliards de dettes. La leçon, c'est toujours la même. Soit on choisit de réformer, c'est douloureux, c'est impopulaire, mais c'est courageux. Soit on attend que la crise choisisse à notre place, et là c'est brutal, rapide et subi. Alors est-ce que quelqu'un dans l'offre politique actuelle est capable d'opérer ces changements douloureux? Honnêtement non. Personne dans le paysage politique français, comme on l'a vu, n'a ni un intérêt, ni le courage de mettre les mains dans le cambouis. Alors faudra-t-il que la France soit à genoux, que la pauvreté explose, que l'inflation revienne, que le communautarisme se transforme en guerre larvée, pour qu'émerge enfin une personne ou un mouvement, probablement issu de la société civile, non modelé par le système, capable de mettre en place des réformes douloureusement nécessaires. Des réformes d'autant plus douloureuses qu'elles seront tardives, nécessairement injustes sans doute, et probablement combattues dans les rues. Ou alors attendrons-nous que l'Europe ou le FMI nous les imposent, comme ils l'ont fait à l'Italie en 2011, comme ils l'ont fait à la Grèce? Personne ne le sait, personne ne peut prédire. Mais dans tous les cas, une génération sera probablement sacrifiée. Ce que tu peux prédire par contre, et que tu peux maîtriser, c'est la direction historique d'un actif qui, depuis 1957, rapporte en moyenne 10% par an. Quoi qu'il arrive au gouvernement, quoi qu'il arrive au système de retraite. Et c'est là que je veux finir cette vidéo. Voilà ce que donne 580 € par mois, le montant de tes cotisations retraite calculé sur le salaire médian brut français, investi pendant 40 ans et demi, c'est-à-dire la durée d'une carrière complète. D'un côté, la courbe orange, ce que ton argent produit en bourse, en DCA mensuel sur le SP500, au rendement nominal historique de 10% par an. De l'autre, la courbe rouge, ce que tu verses au système de retraite, mois après mois, sans jamais constituer le moindre capital. Au bout de 40 ans et demi, la bourse t'a constitué 3,380 000 €. Un capital qui t'appartient, disponible, transmissible à tes enfants. Le système de retraite t'a pris 281 880 € de cotisation. En échange, il te versera environ 1 500 € par mois si tu atteins l'âge de la retraite et si le système tient encore jusque-là. Soit 414 000 € sur 23 ans d'espérance de retraite. Sans capital, non transmissible, conditionnel à ta survie et à celle du système. La seule variable que tu contrôles vraiment, c'est ton épargne personnelle. Le système fera ce qu'il fera, toi tu peux décider maintenant. Cette chaîne, elle est là pour que tu comprennes le monde et ses enjeux, pour t'apporter les outils de ton émancipation, intellectuelle comme financière. Car si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Compter sur l'État ne t'offrira
aucune issue et te rendra dépendant. Bon, si t'es encore là après ces 2 épisodes, respect. T'as tenu jusqu'au bout, maintenant tu sais, et ils sont pas si nombreux ceux qui savent. Donc aide-moi à poursuivre ce travail, pour ça abonne-toi, partage, mets un like, pose un commentaire. C'est indispensable pour que la chaîne se développe et que ces idées se propagent. Et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, et d'ici là, tiens bien raide, pas molly.